Alors, continuons toujours avec notre cours qui concerne l'immunité innée. Donc, cette vidéo est consacrée à l'étude des acteurs cellulaires, c'est-à-dire les cellules qui sont impliquées dans la réaction immunitaire innée. On a déjà parlé des molécules, on a parlé en général ce que c'est que l'immunité innée, les molécules qui sont sécrétées. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va surtout parler des cellules qui vont assurer cette réaction. Alors, ce cours, il contient beaucoup d'informations qui ont été déjà abordées le cours précédent. Donc, il y a quelque chose qui sera répété. Je préfère ne pas trop charger cette vidéo pour qu'elle ne soit pas très longue. Et du coup, je vais passer par les diapos, des répétitions, bien sûr. Donc, on a déjà vu l'introduction, on a parlé de la résistance naturelle et la résistance acquise. La résistance naturelle, c'est l'immunité innée, elle n'est pas spécifique, elle est naturelle. Et la résistance acquise, c'est l'immunité adaptative spécifique. Alors, donc là, c'était la différence entre les deux. On a déjà parlé on a expliqué ce tableau, la vidéo précédente. Les facteurs intervenant dans l'immunité innée, on a des facteurs physiques, on a des facteurs chimiques, des facteurs humoraux, des facteurs cellulaires. Donc, les physiques, c'est tout ce qui est de la peau, les revêtements cutanéo-muqueux, c'est-à-dire la peau, les muqueuses, les cils, les branches, cilature bronchique, le péristaltime intestinal, le mouvement des intestins qui va stopper la rapidité et le développement et la prolifération des bactéries. Chimiques, ce sont les différentes sécrétions, des sécrétions sébacées, le sébum, des enzymes aussi. On a plusieurs sécrétions, le mucus, on a la transpiration et tout. On a le pH acide aussi au niveau de l'estomac qui ne permet pas le développement des bactéries. Voilà. On a des sécrétions ou bien des facteurs humoraux comme le lysozyme, le complément, des interférents les facteurs cellulaires, c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui, ce sont les cellules phagocytaires et les cellules cytotoxiques. Voilà, donc toutes les parties précédentes, on les a bien expliquées dans la vidéo précédente. Donc aujourd'hui, c'est surtout les cellules. Alors, l'environnement hostile, c'est l'environnement qui va accueillir, ça vient donc ce mot hostile, ça provient ou bien il est originaire du mot hospitalité ou lorsqu'on accueille quelqu'un, c'est l'environnement qui va accueillir les bactéries, les virus, les parasites et les fongites. Donc c'est notre organisme, les champignons et tout. Et voilà, donc vous voyez ici les cellules. Donc il y a énormément de cellules qui vont assurer l'immunité innée, qui est une réponse rapide. On a plusieurs cellules, on a les dendrites, les cellules dendritiques, on a les macrophages, voici les macrophages, on a des NKT, des basophiles, des éosinophiles, les neutrophiles, le système du complément. On a aussi les NKT, voici les NKT, on a les T gamma theta. Et pour l'immunité adaptative qui a une réponse lente, ce sont les LB et les LT. Voilà. Alors, les cellules phagocytaires ou bien les phagocytes, ce sont les cellules qui ont la possibilité ou qui sont capables d'endocyter, c'est-à-dire faire entrer des bactéries à l'intérieur de leur cytoplasme et les hydrolyser tout simplement. Ils vont subir l'action des lysozymes, des lysosomes et tout. Voilà, donc ce sont les cellules qu'on les appelle des éboueurs de l'organisme. Donc les éboueurs, ce sont les nettoyeurs. Donc ils vont nettoyer l'organisme des micro-organismes. On les appelle aussi des sentinelles. Donc, ce sont les sentinelles de notre organisme. Parmi ces cellules, on a donc trois types. On a les macrophages, on a les cellules dendritiques, qui est une CPA professionnelle, c'est la cellule professionnelle, et on a les polynucléaires, surtout les polynucléaires neutrophiles. Voici une macrophage, c'est une macrophage qui est en train de faire son action. Voilà. Alors, donc leur principale fonction, c'est un scientifique, Elie Metchnikoff, comme ça, donc en 1882, qui a découvert leur fonction principale, qui est la phagocytose, bien sûr. Donc, comme les autres cellules de l'immunité naturelle, certaines de ces fonctions établissent un pont avec la réponse adaptative, c'est-à-dire que ces cellules
oui, c'est vrai que c'est des cellules qui sont impliquées dans l'immunité innée, mais ils ont des actions accessoires dont l'immunité adaptative. Alors, donc les macrophages dérivent des monocytes sanguins. Donc, au niveau du sang, on les appelle des monocytes. Une fois ils quittent le sang, ils deviennent des macrophages au niveau des tissus. Ils constituent la forme tissulaire des monocytes. Voilà, on a 8%. Ils constituent 8% des leucocytes sanguins, c'est-à-dire 8% des globules blancs. Ils ont une demi-vie de 12 jusqu'à 100 heures. Voici. Donc la distribution, comme donc on a chaque tissu, le nom de macrophage va être différent. Au niveau des poumons, on les appelle des macrophages alvéolaires. Au niveau des séreuses, on les appelle des macrophages tout simplement. Au niveau de l'os, ce sont les ostéoclastes. Les ostéoclastes, eh bien évidemment, c'est des macrophages, des os. Le foie, on les appelle les cellules de Kupfer. Le système nerveux central, ce sont les cellules microgliales. Et le rein, on les appelle les cellules mésangiales. Alors, les marqueurs de surface, c'est-à-dire ce qu'on va trouver au niveau de la membrane de ces cellules phagocytaires. On a plusieurs récepteurs, on a plusieurs molécules d'adhésion, de transduction, de co-stimulation. C'est pas que des récepteurs, hein. Donc on a les récepteurs, les Toll-like receptors, donc ce sont les TLR. On a le CD14. On a donc عندنا بزاف des molécules d'adhésion, عندنا بزاف des molécules de transduction, donc sont représentées par exemple par la CD4 ou le CD14. C'est pas que des récepteurs, on a des récepteurs pténiques pour les cytokines, des récepteurs pour le FC ou bien la partie constante, le fragment constant des IgG. Voilà, vous connaissez les IgG avec la structure TARAM, donc veuillez m'excuser pour ce dessin qui ne ressemble même pas à un BCR, l'essentiel. Vous avez compris que ça c'est un BCR, et là en bas, tout en bas, c'est la partie constante ou bien le fragment constant qui va se lier au récepteur membranaire des cellules phagocytaires. On a les récepteurs pour le complément, c'est le C3b et le C4b. Le récepteur s'appelle le CR1. Complément récepteur 1. On a les molécules d'adhésion, voilà, comme les CAM, on a parlé déjà des intégrines, voilà. On a les molécules du CMH, de la classe 1 et la classe 2. Donc, ils comportent les deux CMH, c'est-à-dire 1 et 2. Bon. Donc ça, c'est les différents récepteurs. On les a déjà abordés la première partie de ce cours. Je préfère passer. Voilà, donc là, on a les PAMP. Ce sont les molécules présentes dans la partie, ou bien, ce sont les antigènes, tout simplement. Ce sont les antigènes qui sont présents au niveau de la membrane des micro-organismes. Et le récepteur au niveau de la cellule phagocytaire s'appelle les PRR. Parmi les PRR, on a les TLR. Principalement les TLR, on a cité les autres. Voici la cellule phagocytaire qui va détruire le micro-organisme après avoir ingéré ce micro-organisme, et donc il va former un lysosome, un phagolysosome pour le digérer et tout. Voilà. Allez, les groupes. Alors, les molécules produites, donc on a les molécules produites par ces cellules, après fixation de la PAMP, donc du marqueur de l'antigène. On a des enzymes protéolytiques, on a des collagénases, des élastases, des protéases, on a des facteurs chimiotactiques. Donc tout ça, c'est pour faire cette réaction immunitaire innée, ou bien pour déclencher la réaction inflammatoire. On a des facteurs chimiotactiques, on a déjà expliqué ce que c'est que le chimiotactisme. C'est un processus par lequel on va faire un appel pour ramener une cellule. On va sécréter des cytokines par exemple, et cette cellule, elle va suivre le gradient de concentration de cette cytokine. Par exemple, cette cytokine, elle est présente dans un tissu spécifique, et bien la cellule, elle va suivre ce gradient pour arriver au niveau du lieu où il va se passer l'inflammation, la réaction inflammatoire et toute cette défense immunitaire innée. On a des métabolites de l'acide arachidonique, on a des radicaux oxygénés. Donc pour les lipides et tout, c'est surtout pour la bicouche lipidique. On a déjà parlé des phospholipides et leur métabolisme et tout, ce qui va produire. On a des radicaux oxygénés, de l'oxygène, du peroxyde d'oxygène, des anions, voilà. On a des composants du complément.
aussi des facteurs de croissance, des facteurs de coagulation, يعني على حسب la réaction اللي تكون عندي bien sûr. On a des cytokines principalement, voilà, des interleukines 1, des interleukines 6 et des TNF. Voilà. Alors les fonctions de ces cellules, on a la phagocytose. Après la phagocytose, elle va ingérer et tout, elle va faire toutes les étapes de la phagocytose. Ensuite, elle va présenter les antigènes. Elle va garder bien sûr les antigènes pour les présenter aux cellules effectrices. On a la cytotoxicité cellulaire complément dépendante, ce qu'on appelle la CDCC, et on a la cytotoxicité cellulaire anticorps dépendante, c'est la ADCC. Alors, qu'est-ce que c'est que ces deux notions? Sont toutes nouvelles, c'est des notions qu'on connaissait pas. Donc la cytotoxicité, c'est, vous connaissez normalement, c'est c'est soumis, hein. Donc on va faire de la cytotoxicité. On a deux types. Soit on déroule la cytotoxicité à travers ou la le complément, le système du complément, il va ramener avec l'antigène. Soit c'est l'anticorps qui va ramener l'antigène pour faire la phagocytose. Donc voilà, la cytotoxicité, le système du complément, ou là la cytotoxicité, l'anticorps. Donc vous allez comprendre, les schémas, c'est beaucoup mieux. Donc voici la phagocytose, comment se fait. On a la formation des pseudopodes, ensuite on a la formation d'un phagosome, ensuite un phagolysosome. Le phagolysosome, donc à l'intérieur, il va y avoir la sécrétion des enzymes hydrolytiques qui vont hydrolyser la vésicule complètement du phagolysosome. Et enfin, on va libérer les résidus, les débris cellulaires qui seront libérés par exocytose. Alors, la présentation de l'antigène, c'est clair. C'est clair, ce sont les CPA, bien sûr, les cellules qui ont la capacité de présenter, qui contiennent les deux molécules de CMH1 et 2. Donc, ils vont les présenter. C'est surtout la cellule dendritique professionnelle. Donc, on va présenter seulement l'antigène. Aux LT, bien sûr, aux cellules lymphocytes T. Donc, maintenant, la cytotoxicité, comme on a dit, on a tout d'abord celle qui est dépendante du système du complément, c'est-à-dire le système complément qui va venir l'aider. On a l'opsonisation, on a beaucoup parlé de ça. L'opsonisation, c'est un processus par lequel une molécule, c'est l'opsonine principalement, cette molécule, opsonine, elle va recouvrir la membrane d'une cellule cible, qui est la bactérie bien sûr, pour favoriser la phagocytose. Une bactérie en vert ici, l'opsonine, voici l'opsonine en orange ici, va recouvrir la membrane de cette bactérie et elle va la ramener jusqu'à la cellule phagocytaire. Au niveau de la cellule phagocytaire, on a déjà dit que la cellule phagocytaire, elle présente des récepteurs spécifiques aux opsonines, ou là spécifiques au système du complément. Donc voilà, les récepteurs, ils vont capter, ils vont reconnaître ce complexe, ils vont le phagocyter. Voilà, c'est ça, la cytotoxicité qui dépend du système du complément. Voilà, le complément, c'est voilà, C3B, C4B. Donc voilà, il y a déjà une vidéo sur ce sujet, bien sûr, un sujet spécial, le système du complément. Et voilà, donc la cytotoxicité qui dépend des anticorps, donc la facilitation, on va faciliter la phagocytose à travers les IG. Ce sont les immunoglobulines ou bien les anticorps, c'est la même chose. Et c'est le récepteur du fragment constant des IG. Voilà, je vous ai déjà montré avec le fragment constant, la partie constante des IG a un récepteur spécifique au niveau des cellules phagocytaires. Donc ces immunoglobulines vont se fixer à donc la surface des antigènes. C'est la même chose que le complément, c'est la même chose, sauf que on a des immunoglobulines. Donc ils vont se fixer, ou là ils vont reconnaître les antigènes, voilà, et ils vont les ramener, ils vont se lier à des récepteurs spécifiques au niveau de la cellule phagocytaire pour faciliter la phagocytose. Et ben voilà, c'est ça. C'est comme le système du complément, voilà. Normalement, c'est ça. Donc, c'est juste la présentation, CPA ou cellule infectée, qui va présenter son antigène, l'antigène des micro-organismes aux cellules LT. Donc, à travers le CMH2, elle va le présenter aux LT4, qui vont devenir des LTH, et à travers le CMH1, elle va le présenter, CMH2, on a CMH1, elle va le présenter aux LT8. Donc, pour toujours garder ça en tête, LT8,
8 avec 1, donc ça donne 8. 8 fois 1, ça donne 8. 4 fois 2, ça donne 8. Donc, il faut toujours regarder le chiffre 8. Voilà. On sait tout ce qu'on a. Bon, demain, on va encore les aborder. Bon. Alors, les polynucléaires neutrophiles, donc le deuxième type des cellules phagocytaires, donc ce sont les PNN, ce sont les leucocytes les plus abondants. Donc, je vous ai dit on a dit que les cellules phagocytaires, ce sont les polynucléaires, mais principalement ce sont les neutrophiles. Ce sont parce que les plus nombreux du sang. Donc, on va trouver 4000 et jusqu'à 10 000 par microlitre. En réponse aux infections, la production des neutrophiles à partir de la moelle osseuse augmente rapidement lorsqu'on a des infections. Et leur nombre peut atteindre jusqu'à 20 000 par microlitre de sang. Voilà. Parce qu'ils ont un rôle très important, très important. Alors, leur durée de vie, elle est courte, en dehors de la moelle osseuse. Donc, une demi-vie de 4 jusqu'à 10 heures et 4 jours dans les tissus. 60 à 70% des leucocytes, donc Huma, ils forment 60 à 70% des leucocytes ou bien des globules blancs sanguins, cytoplasme abondant et basophile, donc c'est à cause de la couleur bleue ou la violette qu'ils vont donner, un noyau segmenté, un noyau polylobé, donc il est, je crois, segmenté, c'est un seul noyau, hein. Il y en a plusieurs noyaux, c'est un seul noyau qui est segmenté. C'est pour ça qu'on dit que c'est des polynucléaires. On a l'impression qu'il y a plusieurs noyaux alors que c'est un seul noyau qui est segmenté. Ce sont des cellules de fin de lignée, ils sont matures et non proliférantes. Non, ils ne prolifèrent pas. Les enzymes qui vont sécréter, donc ce sont les myéloperoxydases, on a des collagénases, des élastases, des lysozymes et des radicaux oxygénés. Les marqueurs membranaires, c'est-à-dire ce qu'on va trouver à la membrane des polynucléaires neutrophiles, on va trouver des récepteurs pour les cytokines comme les interleukines, les récepteurs pour le fragment constant des IG, on a des récepteurs pour le système du complément, et on a des molécules du CMH classe 1. Parce que demain, c'est pas des CPA. Les CPA, on a les deux CMH, 1 et 2. Ça c'est pas une CPA, c'est juste une cellule phagocytaire. Les molécules produites. Vous voyez ici, il y a les récepteurs. Il y a les récepteurs le système du complément. Là, c'est le récepteur du fragment constant des IG ou des anticorps. Ici, on a des TLR aussi. On a plusieurs molécules d'adhésion, des molécules de co-stimulation, de transduction. Et voilà, donc à l'intérieur, on a la sécrétion des enzymes, des molécules, voilà. Les fonctions, donc c'est la phagocytose et bactéricidie des bactéries pyogènes. Pyogènes, le pu. La clairance des cellules ou bien des complexes immunitaires plutôt. C'est donc le complexe immunitaire formé par les anticorps et l'antigène ou bien le système du complément et l'antigène. Donc c'est des complexes mu'aqqad al-mana'i. Voilà, donc c'est ça, RFC, donc gamma ou la récepteur, voilà, donc c'est le complexe formé par l'antigène avec l'anticorps et l'antigène avec le système du complément. Voilà. Intervient aussi dans la réaction inflammatoire. Ça, c'est clair. Voilà. Alors, donc c'est une cellule qui va circuler dans le sang et donc du sang vers les tissus. On a tout d'abord le chimiotactisme. Voilà. La mobilité, l'adhésion, la diapédèse. La diapédèse, je vous ai dit ce que c'est que la diapédèse. Voilà. Donc c'est le passage. Le passage, lorsqu'on fait une vasodilatation des capillaires sanguins, il va y avoir le passage, augmentation de la perméabilité des capillaires sanguins, donc permission du passage des cellules du sang vers les tissus. Lorsqu'on arrive au niveau des tissus, on va faire la phagocytose et la bactéricidie. Le tissu et voilà, donc les résidus et tout. Vous voyez, il y a une capture, la capture de l'antigène, ensuite roulement, tout doucement, et on va passer jusqu'au tissu spécifique. Voilà. Donc on a le sang, et là c'est la cellule. Voilà. Vous voyez là, c'est le gradient des chimiokines.
des chimiokines. Donc, le chimiotactisme, on a suivi le gradient. Vous voyez le gradient. Là, le gradient, il est beaucoup plus important, vous voyez, à la base. Donc, le gradient, il est beaucoup plus important au niveau de ce tissu conjonctif. Donc, on a eu le passage de la cellule jusqu'au reste du tissu pour faire la réaction inflammatoire. Voici encore un autre schéma. Le passage des polynucléaires neutrophiles à travers donc le capillaire sanguin au tissu cible. Vous voyez, on a des bactéries. Voilà. Donc, on a des mastocytes qui vont sécréter des histamines, des leucotriènes. Et voilà, donc c'est ça. Voici les cellules présentatrices d'antigènes. On a 3, comme on a dit. On a les cellules dendritiques, c'est une CPA professionnelle. On a les macrophages et les cellules LB. Alors, les caractéristiques des CPA. Donc, la CPA, c'est une cellule présentatrice d'antigènes. Elle doit avoir des caractéristiques spécifiques pour qu'elle puisse présenter l'antigène. Donc, elle va présenter cet antigène aux cellules LT pour les activer. Donc, les qu'on a un récepteur pour la capture de l'antigène, tout d'abord. Elle va faire une dégradation de l'antigène en peptides. Elle va faire une phagocytose. Et après, elle va le présenter à travers les molécules de HLA1 ou 2. Et aussi, elle contient des molécules d'adhérence et de co-stimulation pour faire la transduction. On a plusieurs molécules. Vous voyez, par exemple, on a CD40, on a les molécules d'adhésivité, les CAM, les B7, il y a les KM bzaf. Voilà. Alors, voici les cellules dendritiques. Donc, ce sont les CPA professionnels. Ce sont les seuls capables à stimuler les LT naïfs qui ne sont jamais rencontrés un antigène, car elles expriment de manière constitutive une forte densité de molécules de classe 2. Classe 2, elle va l'exprimer aux LT4. Alors, l'ontogénie, c'est-à-dire l'origine. Donc, les cellules dendritiques, on a déjà parlé de ça, de leur production. Donc, ils ont une double origine, c'est-à-dire une double voie, une voie myéloïde et une voie lymphoïde. Donc, on a la cellule souche, au niveau de la malle osseuse, va donner deux précurseurs. Elle va donner un précurseur myéloïde qui va donner les éléments figurés du sang, donc, notamment les cellules, les globules blancs, les globules rouges. Enfin les globules rouges et les plaquettes et tout. Et on a un précurseur lymphoïde qui va donner les cellules LT et LB plutôt. LT et LB, les cellules NK aussi. Donc les cellules dendritiques, on n'a pas trouvé un précurseur spécifique. Non, au moins il provient des deux précurseurs. Du précurseur myéloïde, commun au PNN, aux macrophages et les mégacardiocytes, et on a le précurseur lymphoïde qui est à l'origine des LT et des LB et NK. Il va donner les cellules dendritiques. Donc voilà, elle donne une double origine. On parle alors de cellules dendritiques myéloïdes ou bien DC1, donc c'est des cellules dendritiques de type 1, on a des cellules dendritiques de type 2 qui sont lymphoïdes ou la plasmocytoïde. Voilà. Alors, donc pour leur distribution, ils constituent un système de CPA dont la localisation permet une capture et une présentation antigénique optimale. Ce sont des CPA professionnels. Donc, les CPA ou bien les cellules dendritiques du sang, ils constituent 2%, c'est pas beaucoup, on va pas trouver beaucoup au niveau du sang. Des cellules mononucléées du sang, population non homogène, donc c'est des précurseurs des cellules dendritiques, on va pas trouver beaucoup, voilà. Des cellules différenciées, on va surtout les trouver dans les autres tissus. On a donc au niveau des épithéliums, on a la cellule, on va l'appeler la cellule de Langerhans, c'est la cellule dendritique de l'épiderme et elle constitue 8% des cellules épidermiques. Voilà. Donc les cellules dendritiques des tissus non lymphoïdes, à de très rares exceptions, on a la cornée centrale, le parenchyme, le parenchyme cérébral, voilà, donc c'est des tissus non lymphoïdes. Mais on n'a pas beaucoup, voilà, on a 1%. Tous les tissus non lymphoïdes contiennent en très faible quantité des cellules dendritiques. On ne va pas trouver beaucoup, voilà. Bon. Voilà, donc au niveau des canaux lymphatiques afférents, on va trouver les cellules dendritiques, ils sont appelés à ce niveau des cellules voilées, parce qu'ils constituent ou ils donnent un aspect voilé en microscopie. Elles vont se localiser dans les zones T, dépendantes des organes lymphoïdes secondaires et probablement y mourir après quelques jours. Ils vivent pas beaucoup, donc ils n'ont pas une durée de vie importante au niveau des canaux lymphatiques afférents, voilà.
Et on ne va pas trouver au niveau de la lymphe efférente des cellules dendritiques. Il y a pas. Il y a une absence des cellules dendritiques au niveau de la lymphe efférente. Alors, pour donc les organes lymphoïdes, on a des cellules dendritiques, c'est des cellules interdigitées, on va trouver 2%. Donc le thymus, dont la médulaire et surtout la jonction cortico-médulaire, elle joue un rôle dans la sélection négative au cours de la différenciation des LT. Donc c'est la localisation des cellules dendritiques au niveau du thymus. Voilà, c'est au niveau de la médulaire et de la région cortico-médulaire. Au niveau de la rate, on va les trouver dans le manchon péri-artériolaire et de la pulpe blanche. Au niveau des ganglions, on va les trouver dans le paracortex et dans les follicules. Voilà, on a parlé des cellules dendritiques folliculaires et leur présence pendant l'activation des LB. On a au niveau du MALT, donc le tissu lymphoïde associé aux muqueuses, on va les trouver au niveau de la zone sous-épithéliale et la zone interfolliculaire. Voilà. La structure du ganglion lymphatique, vous voyez ici, on a déjà expliqué ça pendant le cours des organes lymphoïdes. Qu'est-ce qu'on a? Donc on a on a le cortex plus périphérique qui contient les follicules des LB. Donc les LB sont organisés sous forme de follicules au niveau du cortex. Ensuite on a le paracortex qui est une zone T dépendante. On va trouver beaucoup de cellules T. On a donc au milieu la médulaire, voilà, la cellule, la partie médulaire, et on va trouver des vénules, donc des vénules à endothélium épais, les HEV, ils vont permettre la circulation des cellules, voilà, et on a des voies, des vaisseaux lymphatiques efférents surtout, et on a dit qu'il n'y avait pas... Donc, il y avait, donc c'était pour la rate, l'essentiel. La rate, des vaisseaux lymphatiques afférents. Voilà, les vaisseaux lymphatiques afférents. Les vaisseaux lymphatiques efférents aussi, afférents et efférents. Et voilà, donc ça, c'est la structure en général. La partie marginale, voilà, le sinus marginal, il contient surtout des cellules, des macrophages, des cellules phagocytaires. Normalement, c'est tout qu'il y a. Voilà, c'est un organe capsulé. Une capsule, on a une capsule comme ça. Capsule du tissu conjonctif, voilà, les sinus paratrabéculaires entre ces différentes parties du cortex et du paractocortex, on va trouver les sinus paratrabéculaires. C'est tout ce qu'il y a normalement. La médula, c'est une zone mixte, on va trouver et les cellules LB et les cellules LT. Et voilà le île. Le île, c'est la porte où on va trouver les artères, les veines propres à l'organe, au ganglion pour notre cas, et on a des vaisseaux lymphatiques efférents. Afférents, ça vient d'ici, et efférents, ça sort d'ici. Voilà, ça c'est en général. Voilà, donc les molécules de surface des cellules dendritiques, on va trouver des récepteurs, encore une fois, les toll-like, les récepteurs pour le fragment constant des anticorps. On a l'adhésion et des molécules d'adhésion et de co-stimulation. Il y en a énormément, vous voyez, c'est CD50, il y en a énormément. Molécules de processing antigénique, on a la catepsine, on a des lampes, c'est des molécules qui vont assurer le processus antigène, contre l'antigène. Voilà, pour la transduction et tout. La transduction du signal, la préfixation de l'antigène. Molécules de présentation antigénique, donc on a le CMH1, le CMH2. Et on a des molécules de migration. Voilà. C'est des molécules de surface de la membrane de la cellule dendritique. Alors, les fonctions de la cellule dendritique, donc ce sont les CPA professionnelles. Elles présentent l'antigène aux cellules lymphoïdes, bien sûr, immunocompétentes, qui sont les LT et les LB. Ils ont un rôle aussi fondamental dans la tolérance centrale et périphérique des LT. On a vu pendant l'activation et la sélection positive et négative des LT et des LB, la présence des cellules dendritiques folliculaires. Donc, ils ont un rôle pendant cette sélection et pendant cette tolérance. Tolérance, c'est tasamuh al-mana'i. Lorsque la cellule ne reconnaît pas le peptide du soin, on va l'accepter, on va la garder. Donc, c'est ça. Ils ont un rôle dans cette fonction. Ils peuvent aussi stimuler les LB naïfs et les LB mémoire. Voilà. Donc les LB naïfs, en leur présentant l'antigène. Voilà, les naïfs, c'est les cellules qui ne sont jamais rencontrées, qui n'ont jamais rencontré un antigène ou
un microbe, un micro-organisme. Donc, d'autres fonctions, donc les cellules dendritiques immatures, dont les tissus sont spécialisés dans la capture antigénique et l'apprêtement. Donc, il y en a immatures, il y en a d'autres qui sont matures. Donc, les immatures vont capter l'antigène. Alors que les cellules dendritiques matures, on va les trouver dans les zones T des organes lymphoïdes secondaires, ils sont spécialisés dans la présentation. C'est surtout, donc à les cellules dendritiques, ce sont des CPA, mais ils présentent surtout aux cellules LT. C'est surtout aux cellules LT. Le LB n'a pas vraiment besoin d'une présentation. Déjà, c'est une CPA. De deux, il y a un BCR de surface qui va reconnaître l'antigène وحده. Voilà. Donc voici une cellule dendritique, bon, elle est immature, elle va capter l'antigène. Vous voyez, elle va passer dans le sang, enfin la lymphe ici, c'est surtout la lymphe. Donc on a c'est le sang, on a c'est la lymphe, donc le vaisseau lymphatique, il va arriver au niveau de l'organe lymphoïde secondaire pour présenter, voilà. Donc là, elle devient, cette cellule, elle devient mature. Elle va présenter l'antigène à travers le CMH à la cellule LT naïve qui va être activée. Elle devient une cellule active, tout simplement. Alors, comment se fait la présentation? Tout d'abord, donc les LT reconnaissent l'antigène sous forme de peptides. Donc l'étape de dégradation de l'antigène s'appelle le processing ou bien l'apprêtement. Lorsqu'on donc elle va faire entrer l'antigène, elle va donc enfin la bactérie, elle va la dégrader, elle va présenter, elle va garder l'antigène. Donc cette dégradation, elle est appelée le processing ou bien l'apprêtement. Ensuite, elle va garder l'antigène pour le présenter à travers les molécules de CMH. Donc on a deux voies de présentation. On a une voie exogène et une voie endogène. Lorsque l'antigène il est d'origine exogène, c'est-à-dire il provient de l'extérieur, il vient, donc normal, il entre et tout, là on va le présenter aux cellules LT4 à travers les molécules de HLA2, tout simplement. Lorsqu'il est d'origine endogène, c'est surtout pour le cas des cellules tumorales, pour les tumeurs, les cellules cancéreuses, parce qu'ils ont une prolifération ou un développement à l'intérieur. Ce sont nos propres cellules qui ont subi un changement, qui ont subi malheureusement un changement, voilà, une tumeur ou là où les voilà ou là des cellules cancéreuses. Voilà, c'est ma propre cellule ou le cancer. Voilà, c'est ça je pense d'origine endogène. Elle est donc son origine est purement à l'intérieur de mon corps. Donc pour ce cas, elle va présenter l'antigène à travers les molécules de HLA1 aux cellules LT8. Et LT8, c'est une cellule qui va être activée en cellule LTC, c'est la cellule LT cytotoxique qui va faire une cytotoxicité. Elle va assurer la cytotoxicité à travers la sécrétion des perforines qui vont perforer la cellule cancéreuse et la dégrader complètement. C'est le phénomène d'osmose, normalement, on l'a appelé, voilà. Alors, les deux voies d'apprêtement, donc voilà, la voie endogène, la voie exogène, c'est clair, c'est bon. Donc la voie exogène, elle est apprêtée par, donc c'est-à-dire elle est assurée par les hydrolases lysosomales. Ce sont les hydrolases qui vont hydrolyser l'antigène, bien la bactérie ou là le virus, et ils vont représenter l'antigène au LT4. Pour l'antigène qui est d'origine endogène, il est issu de pathogènes intracellulaires ou de cellules tumorales ou protéines ratées. Il est apprêté par le protéasome, donc il est dégradé par le protéasome, donc les pathogènes sont dégradés par des protéines de protéasome et on va garder l'antigène qu'on va présenter au LT8. Alors, donc là, pour donc les caractéristiques des cellules dendritiques matures et immatures, donc on a des molécules de CMH, on a des molécules de CMH intracellulaires, on a membranaires. Donc la capture pour la présentation, donc voilà, ce qui est en vert, ce sont les cellules immatures, cellules dendritiques immatures, les la capture, ils vont assurer la capture de l'antigène. Donc on va trouver surtout au niveau de leur cytoplasme ou bien à l'intérieur de leurs cellules des CMH, des molécules de CMH2. Et pour la cellule présentatrice qui est mature, on va pas trouver, voilà.
On va pas trouver un petit plus derrière. On va pas trouver beaucoup de CMH intracellulaire. Par contre, le contraire pour le CMH membranaire, on va surtout le trouver pour les présentatrices parce que c'est à travers lui qu'elle va présenter l'antigène. La capture de l'antigène, elle est assurée par, bien sûr, la cellule immature. Molécules de costimulation, on va surtout les trouver pour la cellule dendritique mature. Les molécules d'adhésion, on va les trouver surtout chez les cellules dendritiques matures. Les récepteurs de chimiokine, voilà, des CCR6, beaucoup plus pour la cellule dendritique immature et des plus ou moins, voilà, plus ou moins chez la cellule dendritique mature, il n'y a pas beaucoup. C'est tout, voilà. On a d'autres récepteurs amyliques, c'est les mêmes récepteurs تحتهم, CCR7, et on va surtout trouver les CCR7 chez les matures. Voilà, donc on a juste une petite comparaison, voilà, pour différencier les cellules dendritiques immatures et matures, pour voir leur composition, leurs molécules de surface. Alors maintenant, passons aux lymphocytes cytotoxiques de l'immunité innée, qui sont représentés par les cellules NK, les cellules NKT et les cellules T gamma θ. Il faut comprendre que, bon, NK, c'est bon, NK, on connaît, donc NK, oui, c'est une cellule qui provient du précurseur lymphoïde, mais les cellules NKT et les cellules T gamma θ, c'est des cellules de la lignée LT, c'est-à-dire les lymphoïdes T. On va comprendre. Donc on va commencer par les NK. Alors, donc c'est des cellules tueuses naturelles qui ont une activité cytotoxique très importante, qui s'exercent directement, sans spécificité. Ils ne sont pas spécifiques. Ce qu'ils vont trouver, le micro-organisme qu'ils vont trouver, ils vont l'attaquer directement, sans sensibilisation. Ils n'ont pas besoin d'une activation ou quoi que ce soit, ils sont toujours actifs, ils sont toujours en train de circuler et d'attendre un micro-organisme, une bactérie, un virus, n'importe quel. Donc c'est le troisième type de lymphocyte. On a déjà vu le schéma de la production au niveau de la lymphopoïèse et l'hématopoïèse et la lymphopoïèse. Pour les NK, c'est le troisième type. Les deux premiers types, c'est quoi? C'est les LT et les LB. Troisième type, c'est les NK. Voilà. Alors, donc, c'est des précurseurs médulaires communs aux LT et LB. L'origine il provient d'un précurseur médulaire. Le précurseur médulaire, il va donner LT, LB et NK. Voilà. Il est commun avec les LT et les LB. Ils n'expriment pas le récepteur spécifique de l'antigène. Ils n'ont pas de TCR, ni de CD3, ni de BCR. Leur différenciation se fait dans la moelle osseuse. Ensuite, ils vont quitter le compartiment médulaire et ils passent dans le sang périphérique. Ils représentent à ce niveau jusqu'à 15% des lymphocytes sanguins. Voilà. Il y a beaucoup. Donc pour la morphologie, c'est des grandes cellules, c'est des grands lymphocytes ils contiennent des granules à l'intérieur, ils sont riches en perforines aussi, ils vont sécréter les perforines qui vont perforer le micro-organisme, et les perforines et les enzymes, les grands enzymes surtout, ils sont libérés lors de la phase effectrice de la cytotoxicité. Voilà. Le phénotype, les cellules NK constituent c'est-à-dire la structure le phénotype, une structure externe, une population hétérogène sur la base de l'expression différentielle des marqueurs. Donc on peut distinguer deux types. Phénotypiquement كاين هذه على حسب واش نلقاو فيهم في la surface تاعهم. Les marqueurs CD56 et CD16, ce qu'on va trouver à leur surface. Donc on va trouver dans le sang des NK qui contient CD16 mais ne contient pas de CD56, des la surface تاعهم. Et dans les organes lymphoïdes secondaires, on va trouver des NK qui contiennent le CD56 mais ne contiennent pas de CD16. Il y a des plus ou moins, c'est-à-dire كاين ou la makash. Plus il y a, on a la présence de cette molécule, moins, c'est-à-dire il n'y a pas. Donc les cellules CD16, ils ont une forte capacité cytotoxique, sécrètent peu de cytokines au niveau du sang. Et pour les cellules CD56, ils ont une importante capacité de synthèse de cytokines, mais ils sont faiblement cytotoxiques. Et c'est très logique, vous voyez, et c'est bien heureusement. C'est-à-dire dans le sang, il y a plusieurs micro-organismes qui peuvent circuler au niveau du sang. Et donc, les des cellules mâles ont une capacité cytotoxique pour attaquer ces micro-organismes. On n'a pas vraiment besoin de cytokines, parce que les cytokines, c'est pour stimuler, c'est pour attirer, c'est pour ramener d'autres cellules, alors qu'au niveau des organes lymphoïdes secondaires, on a besoin de la sécrétion des cytokines pour activer, comme les interleukines, les interférons et tout. Donc, c'est pour activer les cellules
cellules et tout. Donc on a besoin, parce qu'au niveau des organes lymphoïdes secondaires, c'est bon, on a les LT4 et les LT8 qui vont assurer, enfin c'est surtout les LT8 qui vont assurer la cytotoxicité. Donc on n'a pas besoin de NK à ce niveau. Voilà, c'est pour ça qu'ils n'ont pas vraiment cette capacité cytotoxique les عندهم في le sang, l'organe secondaire, mais عندهمش بزاف cette cytotoxicité. Voilà, parce qu'on a déjà LT8 au niveau de l'organe lymphoïde secondaire. Voilà. Voilà, donc, et pour LGL, c'est large granule lymphocyte. Voilà. Alors, le rôle des molécules HLA classe 1 dans la régulation de la cytotoxicité des cellules NK. Donc, cela implique la présence de récepteurs à la surface des cellules NK. Donc, on a des récepteurs qu'on appelle les KIR, qui reconnaissent des molécules HLA de classe 1, ce qui induit un signal inhibiteur de la cytotoxicité. C'est très clair. Donc, on a pour les cellules NK, عندهم des récepteurs spécifiques, نعطيهم les KIR, تاوعهم وحدهم. Les récepteurs, ils vont reconnaître le HLA تاعنا, le HLA du soi. C'est-à-dire, ils vont reconnaître la molécule d'HLA تاعنا, normal. Et donc, ils عرفوها. لازم يعرفوا بلي هذه du soi. Il ne faut pas l'attaquer. Et donc, les récepteurs ADOMA, ils vont induire un signal inhibiteur pour arrêter la cytotoxicité, pour ne pas faire la cytotoxicité contre les cellules du soi, bien sûr. Donc, c'est ça le signal inhibiteur de la cytotoxicité. Voilà. Voici les cellules NK. Donc, ils ont des récepteurs KIR. Voilà, ce sont les cellules tueuses. Donc, c'est des 8. Hein. Donc, là, c'est la LT8. Hein. Je vois la différence entre les deux. Voilà. Donc, on a en fait deux types de KIR. On a des KIR inhibiteurs ou des KIR activateurs. Donc, je vais vous expliquer ça. Donc, on a la réponse cytotoxique par les T8 et CMH1 restreinte. Et les cellules tumorales infectées peuvent diminuer l'expression du CMH1 pour éviter d'être reconnues par les LT8, c'est-à-dire, donc les LT8, ils vont attaquer surtout les cellules tumorales. Les cellules tumorales, c'est des cellules du soi, c'est-à-dire nos cellules qui ont été attaquées par des tumeurs ou des cellules cancéreuses. Donc la cellule cancéreuse, elle est vraiment, c'est pour ça qu'on dit que elle est maligne. Elle fait des trucs vraiment, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh ben, elle va diminuer l'expression du CMH1. Et lorsqu'elle n'exprime pas le CMH1, LT8 ne va pas la reconnaître. Donc, elle va se dire, oui, peut-être c'est une cellule du soi, donc je vais pas l'attaquer. Et donc, elle va diminuer la cytotoxicité de LT8. Et du coup, elle va pas l'attaquer. Alors que les NK ont une stratégie complémentaire au LT8 cytotoxique pour lutter contre les cellules du non-soi ou le soi altéré. Le soi altéré, c'est les cellules cancéreuses. Donc, les cellules NK ont une stratégie. Et la stratégie, c'est pour aider les cellules qui ne vont pas exprimer le CMH1. Et donc, ils vont faire cette stratégie pour lutter contre, complémentaire avec les LT8, pour lutter contre les cellules qui essayent d'échapper à la cytotoxicité de ces cellules. Voilà. Voilà, donc une cellule de soi, elle est protégée de la lyse ou bien l'hydrolyse ou l'attaque de la cellule NK par le signal inhibiteur qui l'emporte toujours sur l'activateur. Donc je vous ai dit que la cellule NK, a deux types de récepteurs. On a les KIR activateurs ou les KIR inhibiteurs. Les KIR activateurs, ils vont activer la cytotoxicité contre la cellule cancéreuse ou la cellule ou le micro-organisme, l'essentiel. Et le KIR inhibiteur, il va inhiber la cytotoxicité, il va arrêter la cytotoxicité. Et donc, en cas de présence de cette, donc, si j'ai une cellule de soi qui n'est pas altérée, normale, une cellule qui est en train de circuler, elle présente son CMH, et ben la cellule NK, elle va être en contact avec elle et elle va reconnaître le CMH1 de la cellule du soi. Il faut pas l'attaquer. Donc, il y a un signal inhibiteur pour arrêter la cytotoxicité. Voilà, pour ne pas attaquer la cellule du soi. Ensuite, on a une cellule suspecte qui n'exprime pas de CMH1, elle est lysée, car aucun signal inhibiteur ne vient contrebalancer l'activateur. Donc, il a une cellule qui ne présente pas de CMH1. La cellule NK,
elle va pas être inhibée, elle va faire son action de cytotoxicité et elle va lyser cette cellule parce qu'elle présente pas de CMH, elle n'a pas reconnu si c'était une cellule de soie ou non, parce que si c'était une cellule de soie, il va y avoir un signal inhibiteur qui va inhiber la cellule, enfin, qui va inhiber la cytotoxicité. Donc là, il n'y a pas d'inhibition, et ben elle va l'attaquer. Une cellule allogénique est lysée car le CMH1 du non-soi ne déclenche pas de signal inhibiteur. Donc la cellule HDA qui n'est pas du soi, elle est lysée car le CMH du non-soi ne déclenche pas de signal inhibiteur. C'est-à-dire, dès la cellule allogénique, c'est pas notre cellule, c'est une cellule d'une bactérie ou là, une cellule d'un micro-organisme qui provient de l'extérieur. Elle a un CMH, bien sûr, oui, toutes les cellules ont un CMH, donc elle va présenter son CMH. Elle va venir la cellule NK, elle va donc ne va pas reconnaître le CMH1, c'est pas un CMH du soi, et ben, mais écoute, un effet inhibiteur, on va pas inhiber la cytotoxicité, et donc la cellule NK, elle va l'attaquer, voilà. Parce que c'est pas le CMH du soi, donc elle va pas le reconnaître, donc il n'y a pas un signal inhibiteur. Alors, pour les récepteurs NK, voilà, on a les KIR inhibiteurs, on a les KIR activateurs. Pour les KIR inhibiteurs, ce sont des killers immunoglobulin-like receptors, donc qui vont, c'est des ligands des molécules HLA. Ils vont se lier à des molécules HLA1 pour les reconnaître, pour faire pour induire un signal inhibiteur pour inhiber la cytotoxicité en cas d'une cellule du soi, bien sûr. Les récepteurs, on a d'autres récepteurs, voilà, c'est des CD80, 94, NK, voilà, donc c'est des récepteurs à l'essentiel qui vont lier des molécules HLA-E. On a plusieurs molécules, voilà, on a plusieurs molécules, on va parler surtout ce qui est le plus important. Les récepteurs NK activateurs, donc ce sont des KIR activateurs, qu'est-ce qu'ils vont activer? Ben, ils vont activer la cytotoxicité et la lyse des cellules du non-soi. Voilà, d'autres récepteurs, voilà, toujours les mêmes récepteurs. Voilà, donc c'est des récepteurs. Ce qui nous intéresse surtout, ce sont les KIR, les récepteurs KIR. On va les plus importants parce que au moins, ils sont impliqués dans soit l'activation, soit l'inhibition de la cytotoxicité. Voilà. Donc, on a d'autres récepteurs de la cytotoxicité naturelle, les types TAWHAM, qui vont lier des virus, des ligands viraux, c'est-à-dire les ligands virus. Alors, la balance des signaux. Donc, je vous ai dit qu'il y avait une balance entre les récepteurs KIR inhibiteurs et activateurs. Donc, qui connaît une cellule du non-soi, eh ben, il va y avoir un signal inhibiteur induit par les récepteurs inhibiteurs KIR inhibiteurs. Voilà, donc on a voilà, il faut qu'il y ait une balance entre les deux récepteurs. Il faut qu'il y ait une balance, c'est-à-dire ما كاش وحده تكون اكثر من الاخرى. Sauf il a bien sûr une cellule du soi, il faut que l'effet inhibiteur soit plus important que l'effet activateur pour ne pas l'attaquer. Alors, chaque individu diffère dans le nombre et le type de récepteur exprimé par ces NK, c'est-à-dire chaque personne aura un nombre, on n'a pas tous le même nombre et le même type de récepteurs NK. Et c'est important parce que c'est des cellules spécifiques. Il a le même type, ils vont pas attaquer l'autre organisme. Voilà, donc c'est ça. On n'a pas les mêmes cellules, on n'a pas les mêmes récepteurs des NK. Et chaque NK a une combinaison qui n'est pas égale des récepteurs inhibiteurs et activateurs. Alors, pour l'existence, donc c'est très important aussi, on a une existence d'une tolérance au soi, c'est-à-dire on va pas attaquer, c'est-à-dire nos propres NK ne nous attaquent pas, ils vont pas nous attaquer. Il y a une tolérance. Le mécanisme de cytotoxicité, donc la cytotoxicité, on a déjà parlé de ça pour les cellules phagocytaire, et ben ici on a la même chose, on a la DCC, la cytotoxicité qui est liée à la présence des anticorps, c'est-à-dire les anticorps qui vont lier l'antigène, ils vont le ramener aux cellules NK. Donc la cible, elle est reconnue par les anticorps. On va aller connaître un complexe, on va former un complexe cellule-cible qui contient des antigènes qui vont être liés avec l'anticorps. Reconnu, donc il y a de l'anticorps complet, il va ramener la cellule cible et il va se lier au récepteur du fragment constant au niveau de la cellule NK. Alors ensuite, après la reconnaissance, il va y avoir donc bien sûr le déclenchement de la lyse et la dégranulation et la cytotoxicité peut commencer, voilà. Avec la cellule NK, donc on a un récepteur du fragment constant
du BCR ou de l'immunoglobuline, pardon, c'est pas le BCR il est fixe au niveau de la membrane des LP. Et donc l'anticorps, il va ramener la cellule, voilà, la cellule cible qui contient des antigènes, voilà, et il va le ramener à la cellule NK qui va la tuer. La cytotoxicité naturelle, donc à la différence de la cytotoxicité qui est liée aux anticorps, la cytotoxicité naturelle, elle s'exerce en l'absence d'anticorps. Elle se fait naturellement, sans l'intervention des anticorps. Elle fait intervenir des récepteurs activateurs de la cytotoxicité naturelle, tout simplement. On va activer, voilà. Le mode d'engagement de cette cytotoxicité liée à l'anticorps ou bien la naturelle, ils sont différents, mais ils conduisent à l'apoptose des cellules cibles. Yani, le mode d'engagement, le fonctionnement, il n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas le même engagement, c'est pas le même début, c'est pas la même introduction, c'est pas le même mécanisme. Mais le but et la fin, Kamel, c'est la mort et l'apoptose, c'est-à-dire la mort programmée de cette cellule cible. Voilà. Par un mécanisme effecteur commun. Voilà, un mécanisme effecteur commun, c'est-à-dire juste le début, c'est pas commun, mais après c'est la même chose, c'est l'apoptose, c'est par exemple la libération des perforines et tout, parce qu'elle est riche en granules, voilà, impliquant l'exocytose des granules riches en perforines et granzymes, voilà, c'est en libérant des perforines, des granzymes qui vont perforer la cellule cible. Alors, pour la cytotoxicité, donc via la voie des faces et des faces ligands, donc on a bien sûr le couple face-ligand, qu'on va le trouver sur les cellules NK, et la molécule de face qu'on va trouver à la surface de la cellule cible. Donc on a face la cellule cible et face ligand la cellule NK. Ils vont se lier. Cette voie conduit à l'apoptose aussi de façon indépendante de l'exocytose des granules intracytoplasmiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une libération de perforines ou de granzymes. Une fois les deux, il sera une liaison entre eux. Il y a une liaison entre le face ligand et le face. Est-ce qu'on a la mort, l'apoptose, l'explosion de cette cellule. Voilà. Et la cytotoxicité, donc là c'est la même chose, c'est la DCC qui est liée aux anticorps, il y a les libérations des perforines qui vont attaquer et perforer la cellule tumorale par exemple. Voilà, les granzymes et tout. Le face L et le face, vous voyez, le face c'est au niveau de la cellule tumorale et le face L est au niveau de la cellule NK. Je pense qu'on est le contraire. Oui, on a le face ligand sur les cellules NK, oui, il y a une faute. Il y a une faute. On a le face ligand sur les cellules NK, on va les faces sur la cellule cible. Ah non, c'est la même chose. Oui, c'est bon, tout est juste. Le face ligand, c'est au niveau de la cellule NK, le face, c'est au niveau de la cellule tumorale. Voilà. Et donc, il y a le mécanisme de cytotoxicité. Voilà. D'autres fonctions, donc la cellule NK a d'autres fonctions. Elle va intervenir également dans la coopération cellulaire par la production de cytokines de type TH1, les interférons gamma de type TH2, on a des interleukines 4, 5, 10, 13 qui font partie de la réaction immunitaire adaptative. Donc elle produit aussi des cytokines pro-inflammatoires, donc qui causent l'inflammation, comme les TNF-alpha, les chymokines interleukine 8. Voilà, donc plusieurs sécrétion. Donc les cellules NK, pas seulement une cellule cytotoxique, comme vous voyez, elle a aussi un rôle où elle est capable aussi de produire des cytokines qui vont orienter la réponse immunitaire adaptative. Donc elle a un rôle dans la réponse immunitaire adaptative. Donc vous voyez que les cellules ont un rôle principal et un rôle accessoire. Le rôle principal de la cellule NK, c'est dans la réponse immunitaire innée. Mais elle a un petit rôle accessoire, c'est par la sécrétion des cytokines dans la réaction immunitaire adaptative. Voilà. Les NKT et les T gamma θ. Donc les récepteurs, donc tout d'abord on va parler de leurs récepteurs, de leurs caractéristiques pardon. Donc ils ont des récepteurs d'antigènes peu diversifiés, ils n'ont pas beaucoup de récepteurs. Les cellules T gamma θ sont présentes dans les épithéliums. Les T gamma θ, c'est une partie, c'est une deuxième classe ou le deuxième groupe les LT. LT alpha bêta, ils sont surtout impliqués dans la réaction immunitaire adaptative. Le deuxième type, c'est les gamma θ, les méfihom ni CD4 ni CD8. Ils sont
sont impliqués dans la réaction immunitaire innée. Et c'est dans la cytotoxicité surtout. On va les trouver dans les épithéliums que vous voyez. Donc, on a les cellules NKT qui expriment les molécules de surface typiques des cellules NK. Ils sont présents dans les épithéliums et les organes lymphoïdes, voilà. Il y a des molécules de surface typiques, les cellules NK, voilà. Et on les rencontre les épithéliums aussi. Elles reconnaissent, ces deux cellules, elles reconnaissent les lipides, cette fois-ci, les lipides microbiens, et non pas les protéines. On a vu que les différentes cellules LT, même LB, ils reconnaissent toujours, c'est surtout LT. On fait la différence entre LT et LT gamma theta avec NKT. Parce que c'est la même classe, c'est les T, voilà. Les LT reconnaissent le microbe qui a une nature protéique. Alors que les LT gamma theta et les NKT, comme vous voyez, ils reconnaissent les lipides microbiens qui sont liés à une molécule. Comprendre la présentation de ces lipides microbiens va se faire grâce à la molécule ou par la molécule CD1. Cette molécule de CD1 fait partie des CMH1. Elle fait partie des CMH1, on l'appelle CD1, c'est la CD1. Je pense que j'ai pas dit ça tout de suite, mais c'est CD1, c'est elle qui va présenter ces lipides microbiens où elle fait partie. C'est une molécule qui est apparentée au CMH1, c'est-à-dire elle fait partie du CMH1 ou elle ressemble au CMH1. Elle est appelée CD1. C'est elle qui va présenter ces lipides microbiens qui seront reconnus par les NKT et les T gamma theta. Et voilà. Donc c'est la fin de ce cours. J'ai fait le tour normalement. J'espère que l'explication te convient bien. J'espère. C'est la fin. Donc je vous dis merci pour votre attention et je vous dis bon courage. Voilà.